L'éducation est une assurance pour la vie et un passeport pour l'éternité, disait Sostène Doudoville. Chers téléspectateurs, amis internautes, chers acteurs de l'éducation, bonjour. Depuis plusieurs années, le système éducatif béninois recherche ses marques. De la réforme de Souyevo-Grossetête en passant par les nouveaux programmes d'études, le premier et le deuxième forum sur l'éducation, le Bénin a expérimenté plusieurs approches et pourtant, l'enseignement technique et professionnel reste un mirage. 2 apprenants sur 100 s'y inscrivent. Les programmes d'enseignement sont obsolètes, le taux d'abandon reste élevé à la fin du premier cycle du secondaire général et les élèves toujours en nombre pléthorique dans les classes. Puis, le gouvernement du président Talon est arrivé. En 4 ans, qu'est-ce qui a véritablement bougé dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle? Pour avoir une échographie actuelle de la situation, je reçois pour vous, chers téléspectateurs, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le ministre Mario Capou. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je ne serai pas seul aux commandes de cette émission. Je suis avec mon collègue Ulrich Vital Ahotondi. Ulrich Vital, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. À l'arrivée en 2016, pour le secteur de l'éducation, quelles étaient les ambitions portées par le gouvernement de la rupture? Merci. Il faut préciser d'abord que l'école est une institution et la formation est une construction d'un capital humain. Ce capital qui doit être un capital susceptible d'induire le développement de son environnement. Sans donc une formation, qu'elle soit générale ou professionnelle, il n'y a donc pas de développement, quel qu'il soit ce développement-là. Et vous comprenez que lorsque le gouvernement s'est installé, le régime s'est installé à partir de 2016, il a fallu faire l'état des lieux. L'état des lieux a montré un constat amer. Un constat amer qui renvoie à la démission de tout ce qui est école de la plupart des gouvernements précédents. Je le dis avec gravité parce que on a l'impression que tout ce qui a été initié auparavant était presque du saupoudrage. Saupoudrage sans vision. Et lorsqu'on sent que dans le secteur de l'éducation, à tel endroit il y a des difficultés, on cherche à régler cette difficulté. Le règlement total ou partiel de cette difficulté en crée d'autres et peut-être pire encore, au point que nous sommes dans une situation complètement débraillée, complètement obsolète, comme vous l'avez dit, parce que sans aucune vision. Et ce qui a été fait par le gouvernement du président Patrice Talon lorsqu'il s'est installé, c'est de faire l'état des lieux. Cet état des lieux a donné un visage très peu reluisant de notre système éducatif. Les infrastructures scolaires sont insuffisantes parce que vous savez que pour qu'on parle d'école, il faut que nous ayons un lieu, un espace avec des infrastructures. Ces infrastructures-là sont complètement insuffisantes, obsolètes, et nous avons eu le génie d'instituer ce que vous connaissez sous la forme de classe roulante. C'est-à-dire que l'insuffisance des salles de classe a fait que certains élèves sont à l'école au moment où d'autres sont à la maison et vice-versa. L'apprentissage se fait dans ces conditions-là. La qualité de l'enseignement qui est dispensé n'est pas celle qui est espérée, escomptée. Le profil de ceux qui dispensent ces enseignements-là n'est pas celui qui est adapté. Les programmes d'études eux-mêmes
sont complètement dépassés. La gouvernance scolaire n'est pas du tout efficace, opérationnelle. Nous avons constaté surtout dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle que ce sous-secteur de notre système éducatif est complètement inefficace. Absence d'équipement, parce qu'on ne peut pas parler d'enseignement et de la formation professionnelle sans équipement. Les équipements sont complètement obsolètes, désuets. Ce sous-secteur est peu attractif, inefficace sur le plan interne et sur le plan externe. Nous avons une quasi-absence de l'implication du secteur privé dans ce sous-secteur. Or, nous parlons de l'enseignement de la formation professionnelle. La formation professionnelle, lorsque vous voulez la faire, il faut que les professionnels viennent. Monsieur le ministre, vous décrivez carrément une hécatombe, c'est une descente aux enfers. En réalité, c'est ce que l'école va mal. Nous avons dans notre système éducatif. Aujourd'hui, où le monde entier s'accroche à une révolution, la révolution du numérique, nous n'utilisons pas cette découverte dans le système éducatif. Alors que le numérique aujourd'hui conduit tout, dans tous les secteurs. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque vous êtes un gouvernement responsable, et que vous vous installez, vous retrouvez l'école dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous faites? Il faut avoir simplement du courage et de l'audace. Courage et l'audace qui doivent induire votre ambition. Et c'est ce que le gouvernement a eu. L'ambition qui implique forcément une vision. Et cette vision que le gouvernement a, c'est de faire de l'école ou de l'éducation un secteur qui puisse servir de levier pour la relance de l'économie nationale. C'est-à-dire un secteur pour transformer la structure économique pour que le Bénin puisse devenir une plateforme de l'excellence des services du savoir. Cette ambition, donc, n'est pas en réalité de l'improvisation du gouvernement, parce qu'elle est fondée sur des documents d'orientation. Vous savez que, d'abord, les objectifs du développement durable, surtout les ODD 4, ont largement parlé de l'éducation. Ensuite, nous avons adopté un plan national de développement. Ce plan national de développement a été suivi du programme de croissance pour le développement durable. Et ces documents ont été conçus sur la base du programme d'action du gouvernement. Et ce programme d'action du gouvernement, dans le secteur de l'éducation, a été suivi de la lettre de politique éducative, elle-même qui fonde le plan sectoriel de l'éducation qui a été adopté par le gouvernement en 2018. Et enfin, le gouvernement a mis en place ce que vous savez, qui est le Conseil national de l'éducation, qui est l'organe d'orientation, l'organe de prise de décision dans le secteur de l'éducation aujourd'hui. Donc voilà ce qui a été mis en place par le gouvernement lorsqu'il a constaté que le secteur de l'éducation va mal. Et il faut avoir une vision, et cette vision doit désormais conduire le système éducatif chez nous. Monsieur le ministre, vous avez fait la peinture de la situation de départ, et donc du diagnostic situationnel, quelle a été la thérapie apportée en termes d'action prioritaire, déjà dans le domaine des équipements et infrastructures scolaires? Lorsque la vision a été construite de cette façon, il faut aller en même temps aux actions. Les actions sont coordonnées par toute une stratégie.
Au niveau de l'enseignement secondaire général, il y a une stratégie qui est une stratégie globale. J'aurai le temps tout à l'heure de détailler, de développer le contenu de cette stratégie. Au niveau de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, il y a également une stratégie. La stratégie qui a été élaborée avec les partenaires techniques et financiers, qui nous a conduit en juillet de l'année dernière à une table ronde technique et tout récemment à une table ronde de recherche de partenariat pour la levée des fonds. Mais, pour aller dans les détails, au niveau des réalisations sur le plan des infrastructures, parce que j'ai dit tout à l'heure, l'école, c'est d'abord un lieu. C'est les infrastructures scolaires. Les salles de classe, les modules de classe et les équipements. Le gouvernement, au niveau du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, a mis en place plusieurs projets. Des projets sur PIP et des projets avec des financements des partenaires techniques et financiers. PIP, expliquez-moi. Programme d'investissement public. Donc ça, c'est complètement sur le budget national. Et nous avons à ce niveau-là le programme de réhabilitation et d'équipement des infrastructures de l'enseignement secondaire général. Nous avons le projet de construction, de réhabilitation et d'équipement des infrastructures de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ça, ce sont les projets sur PIP. Et nous avons maintenant 3 autres projets qui s'occupent de la construction d'infrastructures, entre autres. Nous avons le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Nous avons le projet soutien à l'enseignement secondaire et nous avons le projet de développement de l'enseignement et la formation ainsi que de l'insertion des jeunes au Bénin. Sur le volet construction de la plupart de ces projets, nous avons pu construire 1004 salles de classe, ce qui fait plus de 50 200 places assises. Et ce sont des salles de classe qui sont construites et qui sont équipées. Sur les 4 ans. Sur les 4 ans. Ce qui fait que nous avons pu réduire ce que j'ai décrit tout à l'heure comme étant les classes roulantes. Actuellement, nous avons en construction environ 680 salles de classe sur le projet soutien à l'enseignement secondaire dans 6 départements. Les départements de l'Arliborie et du Borgou, département du Zou et des Collines et les départements de l'Ouémé et du Plateau. Les autres départements de l'ensemble du territoire ont bénéficié d'autant de construction d'infrastructures scolaires sur d'autres projets. Ce qui fait que ces salles de classe qui ont été construites sont accompagnées de la construction de blocs administratifs pour le personnel administratif de ces différents établissements. Nous avons construit plusieurs ateliers. On a construit des blocs de latrines d'environ 1500 parce que cela aussi constitue un réel problème dans nos établissements. Parfois, les élèves n'ont nulle part où se soulager. Cela crée des difficultés. Et surtout, encore sur le terrain, monsieur le ministre. Bien sûr, vous savez que le problème de l'école est un problème qu'il faut attaquer, mais où il faut rester de façon progressive. Et c'est ce que le gouvernement est actuellement en train de faire. Dans le cadre de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, nous avons construit et réouvert 2 lycées
technique et professionnelle. Il s'agit du lycée technique et professionnel de Tchaourou, qui était entre-temps fermé. Nous l'avons réhabilité, nous l'avons équipé et nous avons réouvert ce lycée-là. Mais nous avons également ouvert le lycée technique et professionnel de Bopa, qui est un nouveau lycée qui a démarré cette année et où nous avons encore plusieurs chantiers de construction et où des modules de formation avec de nouveaux métiers sont en cours de développement actuellement. Nous avons prévu la construction et la réhabilitation de 4 lycées de référence. Je dis bien des lycées de référence. Parmi ces 4 lycées de référence, il y a 2 qui sont à complètement réhabiliter et à équiper. Il s'agit par exemple du lycée d'INA. Vous savez qu'à INA, nous avons un lycée technique et professionnel, avec un lycée technique agricole également. Ce lycée-là sera complètement réhabilité et équipé sur l'un de nos projets. Le processus est déjà en cours et où nous allons développer surtout les programmes de métiers du machinisme agricole. Nous avons également la réhabilitation du lycée de Kondéou. Kondéou, c'est à Akpapala, où nous avons un lycée, mais ce lycée est complètement insuffisant et n'arrive pas à atteindre les objectifs escomptés. Nous avons conçu, et cela a déjà également démarré, vous pouvez aller vérifier cela, la construction et la réhabilitation totale de ce lycée-là pour y installer la maintenance automobile avec, bien entendu, la mécatronique. Mais 2 autres lycées d'excellence seront construits. Il y a un à Sodohomé dans les environs de Boycon, où nous allons construire un lycée. La remise de site a déjà eu lieu. Au moment où je suis en train de vous parler, là, la remise de site est en train de s'effectuer, où le site est complètement viabilisé, c'est-à-dire il y a déjà de l'énergie électrique, il y a déjà de l'eau qui a été amenée, les études sont déjà faites et les travaux vont bientôt démarrer. Et ce lycée-là est dédié au BTP et à la conduite d'engins de chantier. Donc voilà les métiers qui seront développés dans ce lycée-là. Donc c'est un nouveau lycée de référence qui va être construit. De la même façon, à Lokossa, il y a la construction d'un nouveau lycée également. Et lorsque je dis nouveau lycée, il faut comprendre que c'est l'autorité communale qui a mis à disposition le site. Et à Lokossa, nous avons bénéficié d'un site qui est viabilisé. La remise de site a déjà eu lieu, mais ce lycée-là sera dédié à l'énergie, aux énergies renouvelables. Donc, en dehors de la construction de la réhabilitation de ces 4 lycées de référence, nous avons la construction et la réhabilitation de 3 autres centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Il s'agit du centre de formation et d'apprentissage de Dogbo, celui de Djougou et celui de Kwandé. Tous ces centres de formation professionnelle et d'apprentissage seront donc réhabilités et équipés dans la perspective de ce qui est programmé dans la stratégie nationale de relance de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Il faut préciser que autour de cet ensemble de construction d'infrastructures, nous avons fait des forages dans la plupart des établissements. Nous avons clôturé la plupart des établissements également, puisque dans les normes de l'organisation des examens,
nous avons dit il n'y a pas d'examen, il n'y a pas un centre d'examen qui ne puisse pas être complètement clôturé. Dans cette perspective-là, nous avons procédé à la clôture d'un ensemble important de nos établissements. Nous avons construit dans certains établissements, surtout ceux de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, des cuisines, parce que cela manquait également. Vous voyez donc que dans ce sous-secteur de la construction des infrastructures, le gouvernement est allé loin et nous continuerons d'aller loin chaque jour davantage sur ce chantier-là. Monsieur le ministre, vous nous rassurez que ces nouveaux chantiers ouverts seront effectifs avant la fin du mandat du quinquennat? Mais c'est déjà ouvert et c'est déjà effectif. Lorsque je dis nous avons procédé à la réhabilitation et à la réouverture, lorsque nous avons procédé à l'ouverture, lorsque nous avons fait la remise des sites, la construction et l'équipement complet de ces lycées, le nombre de mois est d'environ entre 24 et 36 mois. Voilà le délai qui est donné pour que ces infrastructures puissent être libérées, pour que le visage de notre système éducatif puisse être complètement renouvelé. Alors vous l'avez dit, l'école c'est un lieu et donc le gouvernement a fait plusieurs efforts pour donner un lieu d'apprentissage, mais il n'y a pas de lieu également sans enseignants et sans hommes formés. Et donc la question de la qualité et de l'éducation au niveau du sous-secteur que vous dirigez. Aujourd'hui, les enfants peinent à retrouver des enseignants de qualité dans les classes. Et comment est-ce que le gouvernement apporte une réponse à ce problème? Merci bien. En dehors de la construction des infrastructures scolaires, le gouvernement est allé dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Parce que lorsque vous avez les infrastructures, si ceux qui doivent enseigner et si ce que l'on doit enseigner ne répond pas aux normes établies, vous n'auriez rien fait. C'est pour cela que, en s'attaquant à la question de ce qui doit être enseigné, c'est-à-dire les programmes, nous avons revu plusieurs de nos programmes d'enseignement. Et les programmes sont revus, d'autres ont été complètement rédigés afin d'être mis en phase avec l'évolution des connaissances aujourd'hui. Parce que la plupart de ces programmes-là datent de plus de 10 ans. En réalité, après 3 ans, 4 ans de mise en œuvre d'un programme d'études, vous devez les reprendre. Vous devez les relire ou les réviser ou les rédiger complètement. Mais nous avons fait plus de 10 ans, on n'a pas pu faire ça. Donc, nous avons fait la révision et la rédaction de l'ensemble de nos programmes d'études. Actuellement, nous sommes sur un chantier très important qui est la révision curriculaire, la réforme curriculaire. Et cette réforme curriculaire va toucher l'ensemble de nos programmes. Il s'agit de tout ce qui se fait dans l'enseignement secondaire général, les 9 matières que nous avons dans l'enseignement secondaire général, ces 9 matières-là, nous allons à la réforme curriculaire de tous ces programmes-là actuellement. Et nous avons également procédé à l'évaluation du système de l'APC. Vous savez que depuis plus d'une décennie, nous sommes dans le système APC, approche par les compétences. Et c'est cette approche par les compétences qui guide l'élaboration des curricula. Mais quelle est la pertinence aujourd'hui de ce programme APC? Nous avons donc évalué ce programme APC, nous en avons tiré les conséquences et nous sommes en train de procéder aux réformes issues de l'évaluation de ce système APC aujourd'hui. Cela nous permet d'améliorer le temps scolaire. C'est-à-dire quoi? Nous avons, pour qu'une année puisse être validée, 32 semaines. Et les programmes d'études ont été rédigés sur les 32 semaines. Or, lorsque nous allons à l'école et que l'année démarre,
on ne fait pas effectivement les 32 semaines. On fait environ 26 semaines. Parce qu'il y a les congés, il y a les jours fériés, il y a les moments où les enfants sont en évaluation. Lorsque vous enlevez tout cela, les 32 semaines tombent à 26 semaines. Or, les programmes sont conçus pour être exécutés sur 32 semaines. Ce qui nous a fait revoir ces programmes-là. Nous avons fait ce travail-là. Nous avons fait un autre travail important qui est l'harmonisation du format des épreuves. C'est-à-dire quoi? Nos enseignants n'ont pas été formés sur comment les épreuves qui sont données aux apprenants doivent être rédigées. Ce qui fait que lorsque vous prenez une épreuve de mathématiques, par exemple, qui est donnée dans un collège ou du plateau, par exemple, et que vous prenez ce qui est donné dans un collège du Borgou, lorsque vous comparez, ce n'est pas le même format. Or, les élèves sont évalués à l'examen sur un même format d'études. Ce qui fait que la disharmonie que nous observons au niveau des formats joue sur les performances des candidats aux différents examens. Nous avons donc procédé à l'harmonisation de ces formats-là pour que lorsque c'est en histoire et géographie, par exemple, c'est le format qui est donné dans le mono, qui est donné dans la librairie, qui est donné également dans les autres départements. Avant que vous continuez, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pensez que l'APC, pour que vous en avez parlé tout à l'heure, qui a fait l'objet d'une relecture, au regard... Non, pas d'une relecture, d'une évaluation. D'une évaluation. Oui, d'une évaluation pour que nous puissions savoir si ce système-là, aujourd'hui, est encore pertinent pour conduire notre système éducatif. Est-ce que cette évaluation vous a permis de dire si effectivement ce programme est pertinent? Nous avons procédé... Les acteurs de l'éducation, pour beaucoup, les conditions ne sont pas réunies pour faire l'APC et puis le contenu du programme ne permet pas aux enfants d'assimiler, d'avoir des connaissances requises. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, mais il faut que je vous prenne au mot. Vous avez dit les conditions ne sont pas réunies. Les programmes ne sont pas ceci. Mais vous n'avez pas dit que c'est le système lui-même qui est défaillant. Le système APC lui-même n'est pas défaillant. Mais nous sommes dans un contexte où, pour appliquer ce système-là, nos enseignants doivent être d'un certain niveau. Les programmes d'études doivent être d'un certain niveau. Le dispositif ou la disposition des salles de classe doit être à un niveau donné. Ce que nous n'avons pas toujours. C'est pour cela que nous faisons actuellement l'effort, puisque nous avons les évaluations. Nous avons fait des évaluations croisées. Et ces différentes évaluations ont conduit au même résultat, la pertinence de ce système APC, mais l'application n'est pas ce qu'il faut pour réussir ce système-là. Et nous sommes actuellement en train de corriger cela. C'est pour cela que le gouvernement a initié, et vous avez été témoin de cela, l'évaluation des enseignants contractuels de l'État, surtout pour ceux-là qui ont été reversés agents contractuels de l'État en 2008. Nous les avons évalués pour donner à ceux qui ne parviennent pas ou ne seraient pas parvenus à atteindre le seuil minimum pour leur donner la formation complémentaire requise. Nous avons procédé, comme vous le savez, à cette évaluation et ceux-là qui n'ont pas pu atteindre le seuil de réussite vont bénéficier à partir de l'année qui va suivre là, à partir des vacances prochaines, ils vont bénéficier d'une formation complète pour pouvoir être aux normes. Nous avons aussi procédé à la constitution d'une base de données. La base de données des aspirants à l'enseignement. Ceux-là qui ont eu des diplômes
académiques ou professionnels dans les disciplines qui sont enseignées au secondaire général et qui souhaitent devenir enseignants. Nous les avons évalués et ils sont entrés dans la base de données. Et c'est ceux-là que nous avons déployés cette année pour servir dans nos différentes écoles. Ceux-là vont, à partir de l'année prochaine, être récupérés par des agences d'intérim. Parce qu'ils ont été environ 15 875 que nous avons pu déployer cette année dans le cadre d'un contrat avec l'Agence nationale pour l'emploi. Mais l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas en réalité conçue pour faire ce travail. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de placer à partir de l'année prochaine cette catégorie d'enseignants qui ne sont pas des enseignants agents permanents de l'État, donc pour être gérés par des agences d'intérim. Est-ce qu'ils seront dans des conditions optimales? Complètement dans des conditions optimales, à peu près avec ce qui se passe avec les enseignants qui sont agents de l'État. Complètement la même chose, parce qu'ils auront les mêmes programmes d'études à exécuter, les mêmes congés, ainsi de suite. C'est la même chose. C'est seulement le mode... Est-ce qu'ils vont bénéficier aussi d'un renforcement de capacité? Absolument, ils vont bénéficier d'un renforcement de capacité. Dans le reportage, Monsieur le ministre, nous avons découvert sur le terrain quelques aspirants qui posaient des problèmes de qualité aux directeurs eux-mêmes et qui n'ont pas pu les caser dans des salles compte tenu de leur niveau. Comment est-ce que vous corrigez? Ça, c'est cette année que nous avons constaté ça. Vous savez que c'est une première expérience. Dans un contexte où nous sommes en déficit total d'enseignants. Et le programme qui a été mis en place à ce niveau-là a prévu leur renforcement progressif sur le terrain. Ce que nous avons fait avec la direction de l'inspection pédagogique et de la qualité et de l'innovation, la DIPIC. La DIPIC est allée sur le terrain plusieurs fois, au moins 2-3 fois, pour former et renforcer les capacités d'enseignement de ces enseignants-là, sur le terrain. Donc, c'est vrai que certains directeurs ont pu déplorer disons, la qualité d'enseignement de certains de ces enseignants-là, mais cela a été renforcé au fur et à mesure sur le terrain. Donc, le gouvernement est en train ainsi de régler la question de la précarité de ces enseignants qui, au départ, étaient des communautaires pour ceux qui sont au primaire ou à la maternelle et des vacataires pour ceux qui étaient au niveau du secondaire. Donc, à partir de cette année, ils ont eu un contrat de 9 mois pour certains, de moins de 9 mois pour ceux qui n'ont pas vite été pris. Mais à partir de l'année prochaine, ce sera un contrat plus ou moins permanent pour eux, à partir du moment où les performances exigées seraient donc obtenues avec des agences de placement. Monsieur le ministre, la question de la gouvernance scolaire reste une préoccupation majeure pour la performance du système éducatif. Il y a certains acteurs que nous avons rencontrés sur le terrain qui se plaignent encore de sa politisation. Qu'en dites-vous? Oui, je voudrais préciser quand même un certain nombre d'éléments avant qu'on en arrive là. Parce que pour parler de la qualité, de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, ce n'est pas seulement les enseignants. Il y a aussi l'encadrement, puisque nous avons parlé de l'encadrement là maintenant avec la DIPIC, c'est-à-dire les inspecteurs. Mais les inspecteurs eux-mêmes là, est-ce que nous en avons en quantité? Au moment où, en 2016, le gouvernement s'installait, nous n'avions que 499 conseillers pédagogiques. 499 conseillers pédagogiques pour l'ensemble du territoire national et 61 inspecteurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un corps d'encadrement aussi étriqué? Vous ne pouvez rien faire. Ce qui fait que certains départements, je ne dis pas certaines... non, certains départements n'avaient qu'un seul
conseiller pédagogique. Un seul conseiller pédagogique. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces conditions-là? Il n'y aura pas d'encadrement. Alors, ce que le gouvernement a fait, c'est de former 250 conseillers pédagogiques et de créer le corps des conseillers pédagogiques. C'est de recruter et de former 70 inspecteurs. Il y a 20 qui ont été formés et mis sur le terrain, déjà. Nous avons actuellement à l'École nationale d'encadrement du personnel de l'éducation nationale, à Porto Novo, 50 élèves inspecteurs qui sont actuellement en formation que l'État a recruté et va mettre en cela. Nous avons créé le corps d'encadrement de proximité, les inspections pédagogiques déléguées, qui sont au niveau des départements. Parce qu'avant, le corps des inspecteurs est centralisé à Cotonou. Et pour qu'il y ait inspection, il faut qu'ils partent forcément d'ici. Aujourd'hui, nous avons pu mettre à la disposition de chaque département un inspecteur pédagogique délégué qui a sous lui des inspecteurs de pôle pour que du département, il puisse se déployer dans les établissements de la commune ou de ce département-là. Nous avons formé, je l'ai déjà dit, plusieurs conseillers pédagogiques qui, eux, sont également sur le terrain. Donc voilà, au niveau de l'encadrement, ce qui a été fait avec la création du réseau d'encadrement pédagogique. C'est un réseau. Avant, on n'avait pas un réseau. Actuellement, où nous avons créé au niveau de chaque département les inspections pédagogiques déléguées, nous avons tout un réseau d'encadrement et d'animation pédagogique. Vous savez que le système de l'animation pédagogique hebdomadaire qu'il y a dans les établissements, c'est également un creuset où les enseignants discutent entre eux dans les disciplines dans lesquelles ils évoluent et apprennent et retiennent des choses. Ces animations pédagogiques sont actuellement payées comme heures de cours et prises en charge par l'État. Et cela permet aux inspecteurs, de même qu'aux conseillers pédagogiques, d'évaluer et de renforcer en permanence le niveau des enseignants. Vous avez parlé de la gouvernance semble être politisée de l'avis de certains acteurs que nous rencontrons sur le terrain. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas malheureusement faux. D'abord, qu'est-ce que nous avons constaté? Peut-être à cause de cette politisation-là, nous avons constaté que certains établissements sont gouvernés par des enseignants qui n'ont pas le profil requis pour pouvoir gouverner. Nous avons, par exemple, un établissement d'enseignement du second degré, c'est-à-dire qui a le second cycle, de la 6e en terminale, mais qui est dirigé par un enseignant qui est A3, par exemple. Alors que, étant un établissement de second cycle, nous avons des professeurs certifiés qui enseignent là. Ce sont des professeurs certifiés qui enseignent au second cycle. Ceux-là qui sont des professeurs adjoints, eux, ils sont au premier cycle, donc de la 6e en 3e seulement. Ceux qui sont au second cycle, qui sont des professeurs certifiés, eux, ils peuvent enseigner de la 6e jusqu'en terminale. Mais voilà que cet établissement-là est dirigé par un chef d'établissement qui n'est qu'un enseignant, un enseignant adjoint. Ce n'est pas normal. Et cela, il y en a presque partout. Nous avons les directeurs d'établissement, monsieur le ministre. Comment? C'est vous qui nommez les directeurs d'établissement. Oui, quand vous dites nous, vous parlez ainsi du ministère. Voilà. Mais bien sûr, c'est là que ce qu'il a dit est juste. Parce que ces positionnements-là n'étaient pas faits en regardant les critères. Malheureusement. C'était trop politisé, malheureusement, et cela rend inefficace le fonctionnement, la gouvernance de nos établissements. Nous avons commencé à corriger cela. C'est-à-dire que celui qui n'a pas le profil ne peut pas être
ne peut pas diriger l'établissement. Nous avons déchargé ainsi plusieurs dizaines d'enseignants qui étaient dans des positions qui ne correspondaient pas à leur profil. Irrégulière. Et cela va être davantage renforcé maintenant que le Conseil national de l'éducation est installé. Parce que désormais, les questions de mutation et de nomination d'ensemble seront soumises à l'avis conforme du Conseil national de l'éducation. À partir de ce moment-là, il ne pourra plus y avoir d'influence ou de pression politique d'auquel puisse venir. Donc, il y a ce travail-là qui a été fait à ce niveau. Nous avons également, parce que les chefs d'établissement travaillent avec les censeurs, les surveillants généraux, les proviseurs, ainsi de suite. Mais lorsque ceux-là n'ont aucune motivation, ou lorsque ils ne s'accrochent à rien qui puisse leur dire « Ah, c'est une exigence. Si vous ne faites pas ça, voilà les conséquences. » Cela ne pourra pas marcher. C'est cela qui nous a amenés à instaurer les lettres de mission. Vous avez constaté que depuis 2 ans au moins, chaque année, nous donnons des lettres de mission à tous les chefs d'établissement de notre pays. Nous les faisons venir à Cotonou ici et chacun d'eux prend une lettre de mission. Quel est le mécanisme de suivi? Le mécanisme de suivi, nous avons mis en place une commission avec un process qui permet de suivre et d'évaluer cela. Et nous avons également les examens de fin d'année. Les examens de fin d'année qui montrent le niveau de chacun de ces établissements-là. Et les sanctions peuvent intervenir de même que les lettres de félicitations et les lettres d'encouragement. Vous savez que nous en donnons. Et il y a moins de 2 semaines, nous en avons donné ici. Plein. Donc, autant nous savons mettre la rigueur, et autant cette rigueur nous permet de féliciter et d'encourager ceux qui font mieux. Donc nous avons institué cela. Nous sommes actuellement dans le processus de la création du corps de l'administration scolaire. Parce que ceux-là que nous nommons chefs d'établissement, directeurs ou proviseurs, ils ont appris cela où? Alors que, en réalité, c'est une fonction. Disons un métier, quelque chose que vous ne pouvez pas faire si vous n'aviez pas appris cela. Et au moment où nous parlons de déficit d'enseignants, c'est dans le peu et le peu mieux qualifié que nous puisons pour aller les mettre à la tête de ces établissements-là. Nous avons actuellement 891 établissements scolaires au niveau de l'enseignement secondaire général. Mais dans le public? Dans le public. Et dans le privé? Dans le privé, je n'ai pas exactement le nombre en tête, c'est beaucoup plus que ça. Dans le privé. Mais lorsque vous avez ça et que vous devez nommer, il faut voir le nombre de directeurs qu'on nomme. Et ces directeurs-là sont nommés parmi les meilleurs. Vous devez nommer les censeurs, vous devez nommer les surveillants généraux. Et parfois, certains établissements, compte tenu de leur taille, disposent de 2 censeurs, 3 censeurs, de 3 surveillants généraux, jusqu'à 7 surveillants généraux dans certains établissements. Ce qui fait que le peu d'effectifs que nous avons part encore dans cette administration, alors qu'en réalité, ils ne sont pas formés pour ça. C'est donc pourquoi nous proposons là maintenant, et le processus est en cours, la création du corps de l'administration scolaire. Et nous sommes en train de proposer qu'il n'y ait pas seulement des enseignants qui puissent postuler pour aller. C'est un test, c'est un concours, et celui qui va réussir à ce concours-là va subir une formation dans une école professionnelle. Nous avons l'école qui est le CFPN, c'est-à-dire l'UFPN, l'école de formation du personnel d'encadrement de l'éducation nationale,
qui est à Porto Novo, cette école-là qui forme nos inspecteurs, qui forme les conseillers pédagogiques, qui va former aussi et a vocation pour former aussi le personnel de l'administration scolaire. Lorsque nous aurons réussi la création de ce corps, nous aurons réussi une grande partie de la gouvernance de nos établissements d'enseignement secondaire. Monsieur le ministre? Nous sommes en train de faire le travail avec le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances. Donc nous sommes en train de rédiger, nous avons déjà rédigé les TDR, les commissions ont déjà travaillé, il nous reste seulement à valider ce qui est fait pour que nous puissions aller à la décision au niveau du Conseil des ministres et programmer ce concours-là. Monsieur le ministre, parlant toujours de la gouvernance scolaire, il y a justement cette situation des directeurs d'école à qui vous donnez l'attribution en termes de gestion des subventions scolaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait justifier le retour pédala? Parce qu'en temps c'était les directeurs, après c'était les comptables, après maintenant c'est revenu encore au niveau des directeurs pour la gestion des subventions scolaires. Qu'est-ce qui pourrait motiver ça? Au niveau de l'enseignement secondaire, les subventions sont envoyées dans les établissements et sont mises à la disposition des chefs d'établissement. Mais les chefs d'établissement ont à côté d'eux les comptables de ces établissements-là. Ce sont eux qui gèrent selon les besoins de l'établissement. Et vous savez, nous sommes également dans une réforme approfondie de ce système-là, où dans chaque établissement, nous avons ce que nous appelons la vie scolaire. La vie scolaire est la création d'un environnement propice à l'optimisation des résultats par les acteurs eux-mêmes. Les problèmes qui se posent dans l'établissement, comment régler ces problèmes-là? Parce que les problèmes qui se posent dans un établissement donné ne sont pas ceux-là qui sont posés dans un autre établissement. Ceux qui sont dans un établissement donné doivent chercher les réponses à apporter aux problèmes qui sont les leurs à ce niveau-là. Donc, ces enseignants-là, ces chefs d'établissement-là sont déjà formés à cet effet et les équipes de vie scolaire sont déjà installées dans la plupart de nos établissements, ce qui va les conduire à avoir des projets d'établissement et aussi à avoir des contrats de performance pour ces établissements-là. Monsieur le ministre, des initiatives sont en cours et vous savez que le format de l'école nouvelle nécessite une intégration du numérique dans l'éducation, parce que nous sommes à l'ère du numérique. Alors, qu'est-ce que vous avez pu faire dans ce sens-là? Vous savez que le numérique est une révolution. Et aujourd'hui, le numérique est une discipline transversale de tous les secteurs. Lorsque vous êtes dans la communication, vous utilisez le numérique. Lorsque vous êtes dans le bâtiment, vous utilisez le numérique. Lorsque vous êtes dans l'éducation, vous devez être avec le numérique. Le numérique pour l'enseignement, le numérique pour gérer les établissements, les enseignants, les enseignements, de même que les programmes d'études aujourd'hui. Le gouvernement n'est pas resté en rade par rapport à cela. C'est pour cela qu'il a été décidé dans la plupart de nos programmes d'introduire le numérique comme élément de gestion et de pilotage du système éducatif. Par exemple, dans l'enseignement, la formation technique et professionnelle, dans la stratégie qui a été élaborée, nous avons postulé qu'il n'y aura pas de formation sans le numérique. Toutes les formations doivent intégrer le numérique. Dans l'enseignement secondaire général et dans les établissements, vous avez constaté que dans les 12 départements que nous avons, dans un collège de chacun de ces départements, on a construit des classes numériques. L'année dernière, et ces classes-là ont été inaugurées. Actuellement, nous sommes dans la création de 2 classes numériques dans chaque département de tous les 12 départements aujourd'hui. Ce qui fait que nous avons ainsi une implication totale du numérique dans le système éducatif.
Nous avons, avec le ministère du numérique et de la digitalisation, plusieurs projets. Des projets même d'enseignement à partir du numérique. Le numérique, pas seulement le numérique en tant que objet, en tant que discipline enseignée, mais le numérique en tant qu'outil pour enseigner dans nos établissements. Donc, il y a cette pleine implication du numérique dans le système éducatif chez nous aujourd'hui. Nous avons, et cela également est une réforme importante dans le système éducatif, nous avons mis en place un système intégré de gestion, système informatique de gestion de l'éducation dans notre sous-secteur. Cela a appelé la conception, la construction et la mise en place d'une plateforme. La plateforme que nous appelons EducMaster. Ce n'est pas éducation, EducMaster, qui est cette plateforme-là, qui est notre SIG. Et qui fonctionne? Qui fonctionne depuis près de 2 ans déjà et qui est apprécié de la plupart des usagers aujourd'hui. Aujourd'hui, là où je suis, si je monte sur mon ordinateur, je peux vous dire dans un établissement de la commune de Banikwara, par exemple, je peux vous dire quel est l'enseignant qui n'est pas allé dans sa classe aujourd'hui. Quel est le programme? Ça dit que dans les départements, vous avez des points focaux. Tout à fait. Dans les départements, au niveau des directions départementales, il y a un système, une plateforme qui est à ce niveau-là et qui est connectée à la plateforme globale où ils intègrent les données chaque jour. Les censeurs de chaque établissement sont formés à cet effet et c'est leur boulot. Si la plateforme n'est pas actualisée dans la journée, il a des comptes à rendre. L'Internet est la chose la moins partagée dans les régions aujourd'hui. Oui, mais l'Internet, ce n'est pas l'application dont nous parlons. Parce que sur cette application, je peux vous dire le nombre d'établissements scolaires que nous avons. Je peux vous dire le nombre de garçons, le nombre de filles dans l'enseignement secondaire général, dans l'enseignement technique, dans les privés, je peux vous dire ça. Parce que les privés ont reçu l'obligation de s'inscrire sur cette plateforme-là pour que nous puissions avoir tous les établissements privés. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait qu'il n'y aura plus d'établissements privés clandestins. Parce qu'il faut inscrire le numéro de l'acte qui vous a consacré. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vous inscrire. Ensuite, tous les élèves de tous les établissements publics comme privés doivent être importés sur la plateforme. Et on leur donne un numéro d'identification unique. Ce qui fait que lorsque l'élève est dans une classe cette année, l'année prochaine, s'il ne passe pas, vous ne devez pas le voir dans une autre classe supérieure. Si vous le voyez, c'est qu'il a fraudé. Ce qui nous a permis cette année, je peux vous l'avouer, d'identifier ceux-là qui établissent de faux bulletins à nos élèves pour les aider à passer en classe supérieure de façon frauduleuse. Nous les avons identifiés dans la plupart des départements et nous sommes en train de les rétrograder. Ceux-là qui ont fourni des dossiers pour aller aux examens, nous sommes en train de récupérer ces dossiers et leur demander de revenir à leur place initiale. Et ceux-là qui ont plongé dans ces fraudes seront punis. Nous avons identifié. Radiation. Comment? Une radiation? Non, peut-être pas par radiation. Mais s'ils sont agents de l'État, ils seront traduits devant la commission paritaire, la commission disciplinaire paritaire. Ils seront traduits devant cette commission-là parce que c'est une faute. Et s'ils ne sont pas agents de l'État, il y aura des plaintes qui seront portées contre eux. Vous voyez que cette plateforme-là est une révolution, est un outil de pilotage de notre système éducatif aujourd'hui et cela est une très bonne chose. Aujourd'hui, le Bénin s'est doté d'une stratégie nationale ambitieuse de relance donc, de l'UFTP, avec d'ailleurs 2 tables rondes, vous en avez parlé tout à l'heure, une table ronde technique
et une table ronde financière qui ont permis aux partenaires de s'engager à hauteur de 323 milliards de francs CFA. Quel est donc le contenu de cette stratégie et la vision du gouvernement? Comment avez-vous pu mobiliser autant d'argent en si peu de temps? Il faut reconnaître que si on a pu réussir ça, c'est grâce à la détermination du chef de l'État. Parce qu'il a compris qu'on ne peut pas développer un pays sans la formation professionnelle. Et nos pays aujourd'hui où nous avons une jeunesse très dynamique, une jeunesse importante, si vous ne donnez pas du métier dans la formation à cette jeunesse-là, et si cette jeunesse-là ne trouve pas du boulot après, vous avez des problèmes pour pouvoir gouverner ces pays-là. Vous ne pourrez pas aller au développement souhaité dans ces pays. Donc, cette vision, cette détermination qui est déjà manifeste dans le programme d'action du gouvernement nous a permis d'aller à la réalisation et à l'élaboration de la stratégie nationale pour la relance et la professionnalisation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. En juillet 2019, nous sommes allés à une table ronde technique avec les partenaires techniques qui nous soutiennent dans le sous-secteur pour apprécier le document qui a été proposé. Ce document a connu des observations que nous avons prises en compte et ce document a été soumis au Conseil des ministres qui l'a adopté. Et maintenant, ce document étant suivi d'un plan d'action a été maintenant envoyé pour une autre table ronde pour la recherche de partenariats pour la mise en œuvre de cette stratégie-là. Et initialement, avec ce qu'on recherchait comme budget primitif de 302 milliards, nous avons pu recueillir des engagements, des intentions de financement allant jusqu'à 323 milliards et tous les partenaires techniques et financiers ne se sont pas encore prononcés là-dessus. Ce que postule cette stratégie de façon générale et principale, c'est que il n'y aura plus de formation technique et professionnelle sans l'implication du secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui sait ce dont il a besoin. C'est ce secteur privé qui sait le profil dont il a besoin. Il n'y aura donc plus de formation sans que le marché du travail ne nous l'autorise. C'est-à-dire qu'avant, on formait les enfants sans tenir compte de ce que le marché du travail veut. Et par conséquent, les enfants ils suivent la formation et ils sortent, mais ils n'arrivent pas à s'insérer. Aujourd'hui, ce ne sera plus ainsi. Donc le secteur privé sera en plein dans la gouvernance de nos établissements, dans la gouvernance pédagogique, dans la gouvernance administrative et dans la gouvernance financière de nos établissements. Cela est une révolution aujourd'hui. Et nous avons élaboré également un projet de loi cadre pour que l'Assemblée nationale nous permette d'avoir un univers favorable à l'investissement dans ce secteur-là, pour que le privé puisse se sentir complètement à l'aise pour pouvoir investir là-dedans. Donc c'est une grande révolution et j'ai dit qu'il n'y aura plus de formation sans le numérique, il n'y aura plus de formation sans la langue anglaise et il n'y aura plus de formation sans l'entrepreneuriat. Parce que ceux que nous formons ne vont pas forcément être utilisés par l'État. Ils ne vont pas forcément être utilisés par d'autres entreprises. Eux-mêmes, ils peuvent créer leur entreprise. Mais si vous ne leur apprenez pas comment ils peuvent auto-entreprendre, vous n'auriez rien fait. Donc, toutes nos formations aujourd'hui tiennent compte de ça. Vous voyez, lorsque j'ai cité tout à l'heure les lycées de référence que nous voulons construire, BTP, conduite d'engins de chantier, mécanique, maintenance automobile ou mécatronique, énergie renouvelable, machinisme agricole, tout cela est intégré à la stratégie. Parce que ce sont ceux-là que nous allons former aujourd'hui et pour aller sur le marché du travail. Mais
Pour y arriver, il faut que nous puissions former les formateurs. Et à partir de septembre prochain, nous allons envoyer une première cohorte en formation complète. C'est pour cela que ce que nous avons fait dans l'enseignement secondaire général, nous l'allons faire également dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle, c'est-à-dire l'évaluation de tous les enseignants qui sont déjà là pour identifier les besoins de leurs compétences. Et aussi, nous allons créer une base de données des compétences dans lesquelles nous allons puiser pour aller dans les différentes formations pour que ceux-là puissent revenir prendre en charge nos apprenants dans le cadre des différentes formations. Les formations de l'enseignement technique professionnel, les enseignants sont à la retraite. Aujourd'hui, vous avez un effectif assez réduit. C'est vrai qu'on a très peu d'enseignants dans ce sous-secteur. On a très peu d'enseignants réellement qualifiés dans ce sous-secteur. C'est pour cela que c'est un challenge pour nous. C'est d'abord pourquoi nous voulons évaluer le peu qui est là pour voir les besoins de formation qu'ils ont et les mettre en recyclage et en renforcement de capacité. Et aussi, la réalisation de la base de données de compétences va nous permettre de choisir parmi ceux-là et de les envoyer dans des formations complètes. Je dis formation initiale complète, de 2 ans, 3 ans, pour que ceux-là puissent revenir prendre en charge la formation de nos apprenants. Cela va nécessiter beaucoup de ressources, mais l'État est prêt à injecter ces ressources-là dans la formation de nos concitoyens. Avec autant d'engagement autour de l'UFTP, avec autant d'engagement, est-ce que vous ne pensez pas que le secondaire général sera laissé pour compte? C'est une impression que cela pourrait donner, parce que nous faisons également beaucoup dans le secondaire général. En réalité, les différents projets que nous avons dans l'enseignement secondaire général nous permettent d'aller vers l'élaboration d'une stratégie globale. Nous avons par exemple dans l'enseignement secondaire général le modèle de collège. Aujourd'hui, quand nous disons collège, c'est un établissement où nous avons le premier cycle et le second cycle. De la 6e en 3e, de la 3e en terminale. C'est ça, hein? C'est ça que nous appelons collège aujourd'hui. Or, collège, en réalité, c'est de la 6e en 3e. Et le lycée, c'est de la 2e en terminale. Donc, nous sommes en train d'aller vers le modèle de collège où le premier cycle sera séparé du second cycle. Parce que nous avons jusque-là, et cela dans le plan sectoriel de l'éducation post-2015, nous avons l'éducation de base qui s'arrête en 3e. C'est-à-dire, lorsque l'enfant commence le préscolaire, il vient jusqu'en 3e. Et c'est cela, l'éducation de base, aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas être dans cette éducation de base-là et mettre encore dans le même établissement le second cycle en même temps. Donc, le modèle de collège est en train de différer. Mais je peux vous souffler que le gouvernement est en train de penser relever le niveau ou repousser l'éducation de base jusqu'en classe de terminale aujourd'hui. Donc, le modèle de collège qui appelle forcément l'élaboration d'un socle commun de compétences, de connaissances et de culture nécessite la revue de tous les programmes d'études qui existent. C'est-à-dire que si tous les enfants doivent au moins venir jusqu'en classe de 3e, il faut définir le contenu du programme de tout ce qui va les amener en classe de 3e. Et si c'est en terminale qu'on va les amener, il faut définir également dans chacune des séries le programme qui doit les amener à ce niveau-là. Donc, nous avons l'élaboration du socle commun de compétences. J'ai parlé tout à l'heure du réseau d'animation, du réseau d'encadrement et de l'animation pédagogique. C'est aussi une révolution. Cela doit être incorporé. Et nous avons également l'élaboration de la carte scolaire. La carte scolaire, c'est cela qui vous permet d'avoir une vue globale et précise sur ce qu'est votre système éducatif. C'est un grand projet que nous sommes actuellement en train de construire par département. Et cela a déjà commencé. Vous avez constaté que dans certaines séries,
il y a des affections, aussi bien des apprenants que des enseignants. C'est surtout dans les séries scientifiques. Ces séries-là, nous avons un plan pour pouvoir les réhabiliter, le plan science. Mais il y a une autre discipline. Prenons la discipline anglais. Vous avez fait au moins jusqu'en classe de terminale. Et vous avez commencé à apprendre l'anglais à partir de la classe de 6e. Mais lorsque vous avez fini la terminale, vous pouvez vous exprimer correctement en anglais, comme vous le faites en français. Vous ne pouvez pas. Parce que la façon d'enseigner l'anglais jusqu'à aujourd'hui n'est pas du tout pertinente. Ce qui fait qu'il y a une inefficacité de cet apprentissage-là. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans une réforme de l'apprentissage de l'anglais. La réforme de l'enseignement de l'anglais. Nous sommes en train d'aller vers là aujourd'hui. Donc, tout cet ensemble-là constitue des éléments pour l'élaboration d'une stratégie globale pour l'enseignement secondaire général. Nous avons déjà commencé l'élaboration de cette stratégie-là et nous l'allons développer et déployer très bientôt. Voilà donc l'essentiel des chantiers sur lesquels nous nous trouvons dans l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle. Monsieur le ministre, depuis la nuit des temps, le budget consacré au volet alphabétisation tutoie difficilement les 1% du budget général de votre sous-secteur, mais aujourd'hui, les choses n'ont pas évolué outre mesure. Si depuis 3 ans, vous regardez le budget de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, vous allez constater qu'il y a une progression de ce budget-là. Parce que notre département ministériel s'occupe également de l'alphabétisation. Nous avons constaté que l'alphabétisation était un sous-secteur complètement délaissé. Mais la vision du gouvernement aujourd'hui, c'est de faire de l'alphabétisation une alphabétisation fonctionnelle. Ce n'est plus seulement de savoir lire et écrire et parler nos langues nationales. Non, vous allez savoir lire et écrire tout cela pour faire quoi? Aujourd'hui, le concept de l'alphabétisation fonctionnelle fait que ceux-là qui ne sont pas allés à l'école, c'est-à-dire les non scolarisés ou les déscolarisés très tôt, peuvent aller dans ce système de l'alphabétisation. Parce que vous savez, dans le plan sectoriel de l'éducation, nous avons plusieurs voies. Nous avons la voie professionnelle, nous avons la voie que nous pouvons appeler la voie technologique et nous avons les alternatives éducatives. Dans ces alternatives éducatives, vous avez l'alphabétisation. L'alphabétisation, donc, va permettre à ceux-là qui sont très tôt déscolarisés ou qui sont non scolarisés de se prendre en charge au niveau de leurs activités économiques. Si tu es, par exemple, un menuisier, comment tu vas utiliser l'alphabétisation bilingue? C'est-à-dire, soit dans ta langue maternelle, soit en français, pour améliorer tes compétences en matière de gestion de tes activités économiques ou professionnelles. Donc, c'est vers cette alphabétisation fonctionnelle que nous sommes en train d'aller et nous avons déjà beaucoup évolué dans le cadre de ce nouveau système de l'alphabétisation. Est-ce que ça veut dire que toutes ces réformes au niveau de l'alphabétisation sont prises en compte dans une stratégie globale, dans une politique nationale, je veux dire? Il y avait une stratégie à ce niveau-là. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté que ce n'est pas du tout opérationnel. Et nous avons proposé une politique nationale de l'alphabétisation. Cette politique, vous savez, pour pouvoir élaborer une politique, ce n'est pas une affaire de 2 semaines, 3 semaines. C'est tout un processus. Ce que nous avons fait avec le ministère en charge du plan. Et ce projet-là va être soumis bientôt au niveau du gouvernement pour appréciation et validation pour nous permettre d'aller dans le déploiement de cette politique. Professeur Mario Carpo, nous allons vers la fin de cet entretien. Et en termes de défis et perspectives aujourd'hui pour le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, vous avez certainement un mot à nous dire. Merci bien. Le grand défi que nous avons, c'est d'abord de réaliser le plan d'urgence.
Le plan d'urgence, c'est ce plan-là que nous avons déduit de la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Cette stratégie-là étant élaborée pour durer 5 ans, il faut que immédiatement nous puissions extraire des éléments importants que nous allons mettre en œuvre immédiatement. Donc cette année, nous sommes dans l'exécution et dans la réalisation du plan d'urgence. Donc le grand défi, c'est la réalisation de ce plan d'urgence pour les activités que nous avons programmées. Ensuite, il faut que nous arrivions à mettre en œuvre la stratégie elle-même. Et cette stratégie elle-même, nous sommes déjà en train de mettre en place le cadre institutionnel. Ce n'est même pas nous sommes en train de mettre en place. Le cadre institutionnel est déjà mis en place parce que déjà adopté par le gouvernement. Aujourd'hui même, le cadre institutionnel est adopté par le gouvernement et nous allons mettre en place les éléments, c'est-à-dire les ressources humaines, de même que les ressources matérielles et financières pour le déploiement désormais de cette stratégie. Nous avons parlé de l'engagement des partenaires techniques et financiers, l'engagement financier à nous accompagner. Mais il faut que nous arrivions à mobiliser ces ressources-là dans le cadre de cette stratégie. Mais non seulement la mobilisation de ces ressources exige un travail, mais il faut également réaliser les études devant nous permettre d'aller vers la mise en œuvre effective de cette stratégie. Tous ces éléments-là constituent un défi important pour nous que nous devons relever. De la même façon, la réalisation et la mise en œuvre de la stratégie de l'enseignement secondaire général constitue également un défi important que nous devons relever. Donc voilà les éléments essentiels sur lesquels de l'école béninoise. Nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà et vous pouvez, lorsque vous n'êtes pas pessimiste ou lorsque vous n'êtes pas de mauvaise foi, vous pouvez attester que notre école renaît déjà. Et il en sera ainsi parce que chaque jour, nous travaillons davantage pour l'amélioration de la qualité de notre système éducatif au pays. Merci, Monsieur le ministre, pour cet exercice en dépit de votre agenda bien chargé. Merci, chers collègues Louis Vital Rotondi. Chers téléspectateurs, merci pour votre disponibilité et votre fidélité à l'éducation. Un homme sans éducation et sans savoir-vivre n'est pas un homme, c'est un moins que rien, rappelle l'une des maximes de Chevaux de Beauchesne. 4 ans de pilotage, c'est peu, mais c'est à la fois beaucoup. Les défis sont énormes, mais pas insurmontables. Le Bénin poursuivra, au regard justement des propos du ministre, sa marche irréversible vers une éducation de qualité, avec une prime conséquente à l'enseignement, la formation technique et professionnelle, pour une forte employabilité des fils et filles du Bénin. Merci et à très vite.